Bonsoir, bienvenue dans Ça vous regarde, une heure de débat politique et parlementaire. Ce soir, on parle égalité et citoyenneté. C'est le nom d'une loi discutée en ce moment à l'Assemblée nationale. Un ensemble de mesures pour lutter contre les inégalités, les discriminations qui minent l'exercice d'une réelle citoyenneté. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette loi. Le logement, plus de mixité sociale et égalité des chances dans l'habitat. Autre volet, la citoyenneté, participation et émancipation des jeunes. Et enfin, des mesures pour l'égalité réelle, la lutte contre les discriminations, des mesures pour répondre à l'apartheid territorial, social et ethnique dénoncé par Manuel Valls, des mesures pour réaffirmer les valeurs républicaines après les attentats, mais aussi pour rassembler la gauche autour de ces emblèmes. On en parle avec vous, avec notre partenaire, le JDD, via notre site lcp.fr, #CVR, ça c'est pour les tweetos, et bien sûr notre compte Facebook pour être tout à fait complet. On en parle avec nos invités surtout. François Lamy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député socialiste de l'Essonne et ancien ministre délégué chargé de la ville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, Philippe Dallier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur de Seine-Saint-Denis, vice-président délégué du groupe Les Républicains et vice-président de la métropole du Grand Paris. Pouria Amirchahi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député non inscrit des Français établis hors de France, non inscrit car vous avez quitté le Parti socialiste il y a 4 mois. Pas d'accord avec les partis politiques qui sont devenus, selon vous, des machines électorales, sans grande conviction, sans promesse d'avenir heureux pour le pays. Vous êtes un ancien président de l'UNEF et militant de la lutte contre le racisme et les discriminations depuis longtemps. Enfin, Memona Interman, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, nos téléspectateurs se rappellent de vous, l'une des premières femmes reporters de guerre, Yougoslavie, Proche-Orient, Afghanistan. C'était pour FR3 à l'époque, puis France 3. Aujourd'hui, vous êtes conseillère au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans un rapport remis au Parlement il y a quelques semaines, le CSA regrette que la représentation de la société française n'apparaisse pas aussi diverse et variée qu'elle devrait l'être. La diversité à la télé, c'est pas ça. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Vous êtes aussi membre du Conseil national des villes et membre du collège diversité au ministère de la Culture, pour être tout à fait complet. Avant de débattre, ce reportage, on est allé voir du côté de Nanterre, une association de quartier, pour savoir ce qu'elle pense de la loi égalité et citoyenneté. La population des quartiers populaires qui se sent un peu zappée. Céline Martel avec Nathalie Guilloire. Donc je vais être reçu par un ministre au moins alors ou pas? Février 2012, le candidat François Hollande rend visite au collectif à C'est-le-Feu. Les jeunes de l'association occupent un hôtel particulier, transformé pour quelques jours en ministère des banlieues en crise. Le socialiste veut montrer qu'il n'oublie pas les habitants des banlieues. Il y a eu tellement de promesses qui ont été faites à ces quartiers, tellement de plans Marshall qui ont été annoncés sans aucune réalité, tellement de déceptions. Et je ne veux pas qu'il y ait de rupture entre les citoyens de ces quartiers et la France elle-même. 4 ans plus tard, les députés engagent l'examen du projet de loi sur l'égalité et la citoyenneté, présenté comme le dernier grand texte de la législature, un texte porté par le député de Seine-Saint-Denis, Radzi Hamadi. On fait le financement de la rénovation urbaine, mais en même temps, il ne faut pas s'occuper que de l'urbain. Il faut investir dans l'humain, donc il y a aussi la démocratie participative avec les conseils citoyens. Et en même temps, il y a aussi quelque chose auquel on ne s'était jamais attaqué dans l'histoire de ce pays, et y compris dans l'histoire européenne des politiques publiques du logement. C'est la politique de peuplement et on l'assume. Et ça, c'est une révolution. Une disposition prévoit ainsi d'imposer des quotas aux mairies. Elle les oblige, hors quartier prioritaire de la ville, à réserver 25% des logements sociaux aux familles les plus modestes. Mais pour ce sociologue spécialiste des banlieues, le projet de loi n'actionne pas les bons leviers. On sait très bien que ce n'est pas à la hauteur, parce que ce qui manque, et ce que demandent les jeunes en particulier, et les moins jeunes, c'est d'abord du travail. Et que le gros problème, il est là, c'est que notre identité sociale dans nos sociétés modernes se construit à partir de notre statut de salarié, et qu'à partir du moment où on n'a pas accès à ce statut, on traîne, on tient les murs, et on est sous assistance. Dans le quartier du Petit Nanterre, un quartier prioritaire, la voirie et les façades ont été rénovées, mais tout n'est pas réglé pour autant.
Vous êtes sur le quartier du Petit Nanterre, donc quartier politique de la ville, un quartier de 10 000 habitants qui est en plein renouvellement urbain et social. Et donc là, voilà, je présente les locaux, en tout cas un des locaux de l'association Ziva, donc qui a été créé il y a 20 ans par des jeunes du quartier, dont je fais partie. Mamadou Diallo en est le directeur. Chaque année, il suit et conseille près de 200 jeunes. Ça va, tu vas bien? Ça va? Salim, par exemple, aujourd'hui, il a des démarches administratives à faire, il a besoin d'imprimer des documents, donc il vient. Donc Salim, il a été suivi pendant plusieurs années, donc quand il était au collège, Salim, c'est ça, tu as commencé au collège en 6e, voilà. Donc il est rentré à Ziva, aujourd'hui il est en BTS. Mamadou Diallo n'attend rien de la future loi égalité et citoyenneté. Pour lui, les politiques nationales sont trop éloignées de ses réels besoins. La politique de la ville, elle a eu, ces dernières années, elle a eu surtout pour principal engagement de soutenir l'urbain. Là, il y a eu des milliards de déployés et on a, encore une fois, négligé la partie sociale, qui est la partie essentielle. Et il faut tenir des structures sur le long terme et de pas engager la précarité. Aujourd'hui, il y a que des structures précaires. On travaille avec des associations dans le quartier, on a un collectif d'associations sur le Petit Nanterre. Tout le monde est précaire. Aujourd'hui, ce directeur d'association n'attend qu'une chose des pouvoirs publics. C'est un peu de pérennité et de cohérence des textes votés. Un reportage de Céline Martel, vous venez voir ce reportage, on a l'impression qu'il y a quand même une déception dans les quartiers populaires. On attendait un peu plus de la gauche. François Lamy. Bien sûr, parce que on n'a pas fait assez depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'on a fait? On a, et moi particulièrement quand j'étais ministre, on était dans une période de contraintes budgétaires, donc on a essayé de sanctuariser les budgets, mais les budgets ils avaient été déjà baissés de 30% dans le quinquennat précédent. On a essayé de... C'était pas la priorité, les quartiers populaires? Non, mais ça faisait, il y avait tout n'était pas priorité. Donc déjà la sanctuarisation pour moi c'était quelque chose d'important. Après on a remis à plat le dispositif parce que ça c'était important aussi. Ça faisait près de 20 ans que ça n'avait pas bougé. Donc et puis on a continué à relancer la rénovation urbaine. Mais il a manqué la deuxième étape. La deuxième étape qui est, et votre reportage le dit très bien, c'est de pouvoir disposer de moyens humains suffisants pour pouvoir agir à l'intérieur de ces quartiers. Et quand je dis agir, c'est pas collectivement, parce qu'on sait que dans beaucoup de cas, c'est quasiment individuellement qu'il faut pouvoir, et tout particulièrement sur les jeunes issus du cursus, qui sont sortis du cursus scolaire. Donc voilà, il manque encore cette étape, et quelle que soit la majorité prochaine, elle sera confrontée à cela, avec le fait d'assumer, en fait, qu'on est, le terme est pas très joli, mais de la discrimination positive, c'est-à-dire de considérer que si on veut vraiment régler le problème à l'intérieur de ces quartiers, eh bien, il faut en faire plus, parce qu'on en a fait beaucoup moins pendant des années. Philippe Dallier, il faut de la discrimination positive? Tout dépend ce qu'on met derrière ces termes-là. Moi, s'il s'agit de dire on va réserver tant de types de postes à telle ou telle catégorie, moi je ne suis pas favorable à ça. Maintenant, de la discrimination positive en matière de budget, oui, ça on peut effectivement regarder. Non, je crois que le principal échec de ce gouvernement, c'est les 3,5 millions de chômeurs et le nombre de jeunes qui sont au chômage, et puis le nombre de jeunes... Le sociologue dans le reportage, le problème c'est le travail. Et au bout c'est d'abord le travail, et avant le travail, c'est l'éducation. Ça, c'est pas un problème qui remonte à 2012. Je pense qu'on a un nombre de jeunes qui sortent de nos collèges, notamment, sans formation aucune, et qu'on a énormément de mal à récupérer derrière et à insérer professionnellement. Donc je pense que la principale difficulté, elle est là. Bon, il n'y a pas que ça. Après, on pourra parler effectivement de l'urbanisme, du logement social, de tout cela. Mais à l'origine, c'est l'éducation, et on n'a pas trouvé la solution. Et ce gouvernement, en 4 ans, n'aura pas fait grand-chose. En Seine-Saint-Denis, moi, j'ai été assez scandalisé. Écoutez... Il y a un très grand écart. Non, mais je pense savoir ce que vous alliez dire. Je pense qu'il y a un très grand écart entre les annonces de la ministre et la réalité sur le terrain. Vous savez, moi, je suis maire d'une commune de Seine-Saint-Denis. J'écoute ce que me disent les parents d'élèves. Pavillon sous bois. Les profs qui sont absents. Vous savez qu'on a organisé un concours spécifique Seine-Saint-Denis pour recruter des profs. Et on l'a organisé à une date différente des autres concours, c'est-à-dire après, pour que ceux qui ont échoué au premier concours puissent venir se présenter en Seine-Saint-Denis. Moi, je pense que c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Il faudrait trouver les moyens, certainement budgétaires, pour faire en sorte que les meilleurs profs viennent en Seine-Saint-Denis. Et c'est la même chose pour toutes les catégories de fonctionnaires, que ça soit les juges, les avocats, les fonctionnaires. On a besoin d'avoir les meilleurs parce que c'est là où c'est le plus difficile. Et j'ai l'impression qu'on est souvent dans la logique inverse. Pour Yamir Chahi, est-ce que c'est une volonté politique de ne pas trop en faire pour les banlieues, montrer trop de sollicitude envers leurs habitants, dans cette période où le Front National caracole dans les sondages?
La réponse est dans la question. Oui, bien sûr. Et Sarkozy a aggravé ça et ça ne s'est pas amélioré depuis, y compris depuis 2012. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la classe politique est désormais convertie à cette idée de l'identité nationale. Une norme supérieure à toutes les autres qui nie vos identités plurielles. Et à partir de là, on est dans le déni total de non seulement de la réalité des cultures multiples, mais des discriminations dont sont issus certains qui sont dans cette mosaïque culturelle des Noirs et des Maghrébins, principalement. Et d'ailleurs, c'est intéressant de regarder ce que dit le ministre hier. Parce que moi, je ne suis pas pour faire du commentaire, je voudrais juste dire ce qu'il faut faire. Alors, j'apprends les propos du ministre. Il dit lui-même qu'il faut assumer... Quel ministre, M. Canet ? Pardon, M. Cazeneuve, hier. Ministre de l'Intérieur. Il dit lui-même, il faut assumer la ségrégation. Il dit pourquoi ? Il dit dans une période particulière où les policiers sont en tension, d'une part, mais ça c'est de sa faute, même si c'est des événements. Parce que les policiers, on peut leur faire autrement le travail. Plutôt que d'aller se trimballer dans des vigies pirates, eux-mêmes demandent, comme les juges d'ailleurs, qu'ils soient dans les instructions, des filatures, qu'ils se déploient. Plutôt que d'être comme ça en tension permanente. On va parler du contrôle au faciès dans une seconde partie. Et alors, non, mais je voudrais, alors bon, sur le contrôle au faciès, je voudrais quand même... On va en parler. Après, je voulais rester dans ce débat général. Est-ce qu'il y a vraiment un apartheid social, territorial, ethnique Je reprends. Oui. Et quand comme le dit Manuel Valls. D'accord, mais ça c'est... Comment dire ? Bien sûr qu'il le dit. Et beaucoup ont fait du blabla et du baratin. Vous en avez entendu un là. Il est président de la République aujourd'hui. Sous vos yeux. Sous vos yeux, il le dit devant les caméras et il dit... Parler de François Hollande. Bien sûr, il le dit comme ça. Et il dit, ça suffit les promesses qui ne tiennent pas. Et d'ailleurs, je vais vous en faire une. Alors, la rupture avec le Parti Socialiste, elle est consommée. Pour Moi, on verra ça aux élections. C'est pas à moi de le décider, c'est aux gens, aux jeunes, aux électeurs, aux citoyens. Moi, je ne décrète pas ça. Mais je dis qu'il y a une part de cynisme et d'impuissance. Et c'est ça, d'ailleurs, le grand problème. C'est qu'ils ne sont pas capables. Pourquoi ils ne sont pas capables ? Parce que s'ils avaient effectivement l'ambition de raccrocher des territoires, aujourd'hui... à la marge. Campagne populaire comme quartier populaire. Et nous mettrions, effectivement, ça a été dit, les moyens budgétaires. C'est une question de choix. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous ? C'est notre pays. On y tient. Il y a des failles, il y a des ruptures. Il est abîmé. Donc, on met de l'argent. On investit. Qu'est-ce qu'on a fait de l'argent public dont on dit qu'il est si rare ? Ce qui n'est pas faux. On l'a donné sans compter, sans regarder, sans condition à des entreprises qui, pour certaines, n'en avaient pas besoin. Pire, on en a retiré aux collectivités locales. François Lamy a rappelé combien c'était difficile quand il était ministre de pouvoir agir sur le fond quand on retoque des budgets d'une importance aussi grave, je dirais. Je vous donne un exemple. Toutes les demandes faites depuis Nicolas Sarkozy jusqu'à aujourd'hui aux collectivités locales ne sont que des demandes négatives. C'est-à-dire dépenser moins. Et nous, d'ailleurs, on vous donnera moins d'argent, moins de dotation. Alors, il y a par ailleurs, excusez-moi, un dernier point. Un dernier point sur cette histoire de discrimination positive. Bon, ça fait longtemps que ça tourne. En fait, d'une certaine façon, ça existe déjà en théorie dans les politiques publiques. C'est-à-dire, on donne plus à certains quartiers, etc. Bon, et on le fait dans les politiques familiales. Ça s'appelle les cautions, ça s'appelle les bons, etc. Les bourses, c'est pareil. Donc, tout ce débat, qui est un débat très théorique, qui énerve beaucoup des gens qui sont attachés à certaines idéologies ou à certains dogmes, ont tort, parce qu'il faut être très pragmatique sur ce sujet-là. Mais d'abord, il faut se donner les moyens et assumer cette ambition-là. Mais Mona Interman, vous la voyez, cette fracture sociale, hein, c'est pas la membre du CSA que je parle, mais à la journaliste, vous la voyez ? La française de base, à la créole de l'île de la Réunion, oui, bien sûr. Simplement, la différence, je vous écoute, vous êtes des élus de la République et vous avez une liberté de parole entière. La mienne, elle sera en tout cas authentique, c'est ce que je peux juste garantir. Chez nous, à l'île de la Réunion, française depuis 1642, le colonialisme jusqu'à 1946, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans mon enfance, j'entendais les Blancs, comme ma mère, dire beaucoup de mal, plus que du mal, mais prononcer des paroles tellement énormes à propos des Noirs. Une génération après, tout le monde s'est mélangé et surtout l'école a fait pour nous un travail, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, j'ai pu aller à l'école parce que mon frère qui est derrière la vitre, là, Ahmed, s'appelle Ahmed aussi, est allé travailler avec une pioche pour m'envoyer à l'école. Vous voyez, les instituts ont fait le reste. On arrivait le ventre vide, pas de livres, pas de cahiers, mouillés en canard pendant les cyclones. Mais ils nous ont dit, vous êtes français, allez-y. Mais oui, on est français. Donc aujourd'hui, même s'il y a 40% de chômage à l'île de la Réunion, on se sent à égalité sous le drapeau de la République. C'est ça aussi qui est important. Oui, il faut donner du boulot. Oui.
Justement, mais la sensation d'être français, ça éviterait toutes ces histoires sur le contrôle au faciès. On ne se pose plus cette question chez nous à La Réunion. On va en parler, on a des chiffres sur le chômage. Le rapport de l'Observatoire national de la politique de la ville, publié le mois dernier. En banlieue, le chômage des 15-65 ans a atteint 27%, toutes catégories confondues. Les diplômés issus des quartiers, de ces quartiers sont autant touchés que les autres. Leurs diplômes ne les protégeant désormais plus. On fait comment pour limiter cette fracture sociale? Ce qu'on a déjà quand même un peu fait, parce que même s'il y avait une faiblesse des moyens, on s'y est quand même attaqué. Parce qu'il faut dire quand même la vérité aussi, c'est que ça va mettre du temps. Voilà, ça va mettre du temps parce que c'est quoi, vous savez, moi j'ai essayé de déterminer qu'est-ce que ça veut dire être ministre de la ville. Être ministre de la ville, ça veut dire lutter contre les concentrations de pauvreté. Parce que les concentrations de pauvreté, elles font émerger de la violence, de l'insécurité, du trafic de drogue, du phénomène d'enfermement physique ou culturel. Voilà. Bon. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu des moyens qui ont été mis en œuvre. Je pense particulièrement à Pôle Emploi, qui a essayé, avec une logique qui était différente. Parce que vous savez comment ça se passait avant à Pôle Emploi. L'agence, elle pouvait être au centre-ville. Le gamin des quartiers, il n'y allait pas. Le centre-ville, c'est pas son territoire. Voilà. Donc, ce qu'on a essayé, fait comprendre à Pôle Emploi, mais ça a mis un petit peu de temps parce que c'était un changement de culture, c'est qu'ils mettent leurs conseillers à l'intérieur des quartiers. Mais ça suffit pas encore. Parce qu'il faut que vous ayez aussi un environnement de développement économique qui permette à ces gamins de pouvoir tout d'un coup se raccrocher à une formation par rapport à un tissu d'emploi. Bon. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, c'était une bagarre. Et puis parce que, je le redis, j'ai pas peur de le dire, il n'y a pas assez maintenant de moyens humains pour pouvoir agir. Il y a des expériences fantastiques. Il y a une chose qu'il faut quand même se dire, parce que vous parliez tout à l'heure d'apartheid social. La réalité aussi de ces quartiers, c'est que... Le Premier ministre qui en parle. Les quartiers, oui, tout à fait, mais moi, j'aime pas bien la comparaison en termes d'apartheid, parce que l'apartheid, c'était quand même un système d'État. Oui, voilà, fasciste, enfin bon, voilà, on n'est pas dans cette situation-là. Développement séparé des races, c'était ça l'origine. La ghettoisation physique ou intellectuelle ou culturelle de ces quartiers, elle existe réellement. Voilà. Bon, donc ça suppose effectivement qu'on puisse y mettre beaucoup plus de moyens humains pour pouvoir lutter. Pour moi, maintenant, c'est l'enjeu. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en même temps, les quartiers d'il y a 10 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Parce que c'est la particularité aussi de ces quartiers, c'est qu'il y a une rotation très très importante, et la loi d'ailleurs d'égalité-citoyenneté va permettre en partie de s'attaquer à cela. Bon, c'est qu'en fait on a une sorte de voie qui fait que lorsqu'on est pauvre dans ce pays ou quand on est issu de l'immigration, eh bien on est automatiquement parqué à l'intérieur de ces quartiers. Et c'est contre ça qu'il faut maintenant lutter. Ça mettra du temps. Et M. Daillet, vous parliez de moyens supplémentaires, moi je les partage. D'ailleurs, on rappelle quand même que tous vos candidats aux primaires, ce qu'ils proposent, c'est moins de fonctionnaires et moins d'argent public. Voilà. Donc, à un moment, vous aurez à gérer la contradiction. Il fallait, Philippe Dallier, un plan Marshall, ou c'est une fausse bonne idée? Moi, le seul plan Marshall que j'ai jamais connu sur les banlieues, c'est l'ANRU de Borloo. Voilà. C'est la première fois dans ce pays, et Borloo avait compris ça bien avant tout le monde, où il fallait effectivement concentrer les moyens sur une période relativement courte pour faire changer les choses. Il l'a fait en matière d'urbanisme, et les résultats sont spectaculaires dans tous les quartiers de Seine-Saint-Denis et ailleurs. Ceci dit, effectivement, ça ne règle. On a lancé la deuxième. Et vous avez, alors avec moins de moyens, mais il y a un ANRU 2. Bon, ceci étant dit, ça ne suffit pas, bien évidemment. Et on revient à la problématique de l'école, de la formation et de l'emploi derrière. Je pense qu'en matière d'école, il va falloir peut-être réinventer une autre manière de faire classe et d'enseigner dans ces quartiers les plus difficiles. Quand dans une classe, vous avez 28 gamins sur 30 ou 26 sur 30 dont les parents sont étrangers ou d'origine étrangère, les gamins ont peu de soutien à la maison, on ne peut pas enseigner de la même manière que dans les beaux quartiers à Paris ou dans les coins où il n'y a pas de problème. Donc je pense que le nombre de gamins dans une classe, ce qu'on a fait avec les zones d'éducation prioritaire, c'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait 15 gamins par classe dans ces cas-là. Ça demande des moyens budgétaires pour l'État, mais aussi pour les collectivités locales qui construisent les locaux.
Là, on nous aura enlevé 12 milliards et demi aux collectivités locales, on ne va plus pouvoir construire, on aura du mal à subventionner les associations, donc ça ne va pas s'arranger. Mais je pense que tout part de l'école. Et le sentiment d'appartenance à la nation, parce que c'est quand même ça aussi qu'il faut qu'on ait en tête, indépendamment de nos propres origines, ça se construit, à mon avis. C'est pas inné, ça se construit. Ça se construit en grandissant. Et ça part de l'école. Et là, je pense que depuis des années et des années, on a complètement raté cela. Et donc, dans ce projet de loi, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes sur le service civique. Alors après, c'est plutôt effectivement pour les jeunes qui sont sortis du système. C'est pas suffisamment tôt à mon avis. Mais ça se construit. Je suis absolument d'accord avec vous. L'école, c'est fondamental. Mais l'école mettra une génération. Pour aller vite, il y a la télé, la radio, les écrans. Ça peut faire gagner un temps considérable. On va en parler. On va en N'oublions parler. pas que ce sont des instruments de cohésion sociale. Je ne crois pas à la baguette magique sur un sujet aussi compliqué. Non, mais c'est un cocktail de moyens et de volonté. Sur la mixité sociale, je signale ce tweet d'un de nos téléspectateurs, Didier Grassino. On a ripolliné à coups de milliards des bars HLM dans toute la France, sans grand résultat. Rien pour les jeunes et vieux des campagnes. Il y a encore cette rivalité entre banlieue et campagne. Oui, d'abord, moi, vous savez, c'est pour ça que ça fait des années maintenant que je ne parle plus de banlieue. Voilà, je parle de quartier populaire. Parce qu'il se trouve, d'ailleurs, quand on a changé la carte des quartiers, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur ce qu'on appelle la géographie prioritaire pour savoir où étaient ces quartiers. On a étendu le dispositif de la politique de la ville à toutes les villes ou bourgs en zone rurale. Voilà, vous avez à Auch, à Guéret, je pourrais vous donner d'autres exemples, à Vesoul, enfin dans des endroits qui n'étaient pas spécialisés dans la politique de la ville. Maintenant, la politique de la ville s'applique. Voilà, parce qu'on a pris en compte qu'effectivement, c'était pas qu'un problème de banlieue, de métropole. Voilà, que c'était un problème plus large, de fracture territoriale à l'intérieur de ce pays, entre des territoires qui sont riches et des territoires qui sont pauvres, que ce soit en milieu urbain ou que ce soit en milieu rural. Voilà, donc ça, j'allais dire, la mise en œuvre des politiques, ça c'est fait. Maintenant, on revient toujours, effectivement, à la question des moyens humains et financiers. Et surtout, ça, quelque chose qui est important, c'est que ça ne soit pas qu'un problème de spécialistes de la politique de la ville. Si le ministère de l'Éducation, et ça a été une bataille en ce qui me concerne, lorsque j'ai été ministre, ça sera la bataille des prochains ministres. Interministériel. Mais c'est de l'interministériel, par nature. Mais en même temps, c'est une bagarre de tous les instants pour que tout l'ensemble de vos collègues mettre les moyens supplémentaires, chacun fasse des politiques spécifiques, territorialisées dans ces quartiers populaires. Voilà. Et ça passe à tous les niveaux, que ce soit sur la culture, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les questions d'emploi. Voilà. Oui, Amir Chahi. Moi, j'ai une toute autre approche, mais globale. Je peux prendre un autre angle. Parce que si effectivement, tous ceux qui ont été aux commandes globalement, avec quelques réussites ou à parler de l'ANRU, on a parlé de ce que François Lemay a essayé de faire, etc. Bon, s'ils ont aussi échoué, il faut qu'ils fassent autre chose, premièrement. Non, mais je le dis comme ça. Non, mais je le dis, excusez-moi. C'est peut-être un peu court et un peu facile. Excusez-moi. Je ne vous ai pas interrompu. Terminez votre propos. Je ne vous ai pas interrompu. Parce que des expérimentations intelligentes, il en existe. Parce que des propositions, et vous en avez fait, je ne vous jette pas la pierre à vous, vous venez d'en faire là, il en existe. Mais quand on parle des campagnes populaires et des quartiers populaires, il faudrait peut-être commencer par reconstruire des choses que nous avons totalement détruites. Alors je vais être un peu à contre-courant, je vais vous donner l'exemple des intercos. Moi j'habite en Charente. J'ai un pied-à-terre en Charente, j'ai été charentais longtemps. Les intercommunalités. Intercommunalités. Je suis dans un petit village. Ce village, il est limitrophe de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Vous êtes au Grand Paris, vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Bon. C'est-à-dire que le village d'à côté, eux ils sont dans le Grand Angoulême, et notre petit village, non. Conséquence de tout ça. Eux, ils ont le haut débit. 10 mégas, voire 100 mégas. Nous, on est, chez moi, à 512 K encore. Deuxième élément, et ce que je vous raconte existe, je pourrais vous donner le nom de plein de villes. Dans la Drôme, à côté de Montpellier, dans le nord de la France, en Bretagne, c'est une catastrophe. Et je vais vous donner des exemples concrets. 2 ramassages de déchets par semaine pour les autres. Un seul pour nous. Et je vous donne un troisième par rapport à l'emploi. Et ça, c'est, encore une fois, dans plein de départements. Là, ce serait la campagne, plutôt, qui serait un peu... Non, écoutez, dès lors... Non, je parle des intercos, oui, pour la campagne, mais les agglos, ça pose aussi des questions. Parce que, dans mon village, toujours, c'est concret, il y a un train pour aller le matin, à 6h du matin, à la gare d'Angoulême, et puis un autre le soir pour rentrer. Mais tous les autres, ils en ont 10 à la journée. Aller-retour. Pour aller bosser, pour aller chercher du boulot, c'est un peu plus facile. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avant, on avait un truc qui s'appelait les départements. On peut appliquer ça aux régions, peu importe. Je ne veux pas faire le débat régionaliste ou départementaliste. Mais on avait, à l'échelle du pays, des entités de politique publique qui étaient censées garantir l'égalité d'accès de tout le monde
aux services publics, y compris les services publics modernes d'aujourd'hui, Internet, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé dans nos propres territoires des distorsions de concurrence incroyables. Et ce que je vous raconte, ceux qui nous écoutent savent que c'est vrai. Savent que c'est vrai dans les campagnes populaires, savent que c'est vrai dans les quartiers populaires. Alors, parce que après, et du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé? D'où l'ANRU, d'où tout le débat sur la discrimination positive. C'est rattrapons nos erreurs, pour pas dire nos conneries. Rattrapons-les. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du coup, on est en train de recréer des grands ensembles. Mais regardez ces grands ensembles. Dans 15 ans, bah si, le Grand Paris, le Grand Marseille, le Grand Lyon, etc. Écoutez, le Grand Paris, c'est peut-être la meilleure idée qu'on ait eue, justement, pour faire disparaître les frontières de la Seine-Saint-Denis et faire un peu de mutualisation en termes de budget avec Paris et les Hauts-de-Seine. Peut-être. Mais on n'est pas allé au bout de la logique. Moi, je souhaiterais qu'on aille au bout de la logique. Écoutez-moi, je vous dis pas que c'est pas bien. Vous m'avez interrompu à tort. Donc on recrée. Par exemple, au niveau, je reprends ce département de la Charente, des ensembles qui sont des agglos, donc des communes associées ou des villes associées de plus en plus grandes, et on va revenir dans 5 ans ou 10 ans à l'échelle du département. C'est-à-dire qu'on aura perdu 25 ans. Je vous demande d'y réfléchir, puisque ce que je vous parlais du vécu, et autant on peut être pas d'accord sur des idées, mais il y a une chose que je vous demande avec sympathie, ne balayez pas d'un revers de la main un témoignage de réalité. Sinon, on est dans le déni. Écoutez, je vais juste amener un élément à votre réflexion. En 50 ans, la migration des campagnes vers les villes, c'est ce qui a marqué fondamentalement la structuration du territoire. 80% des Français vivent en zone urbaine. Tout ça, on sait, c'est le commentaire de sociologue. On le sait. C'est du commentaire de sociologue. Mais non, c'est pas du commentaire. C'est justement pour cela qu'il faut adapter nos structures territoriales à la nouvelle réalité du territoire. S'il faut faire le Grand Paris, c'est bien parce que les départements de la petite couronne n'ont plus aucun sens et qu'ils ont aggravé la ségrégation territoriale. Je peux me permettre de vous interrompre une seconde. Vous pouvez. C'est très court. Très rapidement. Il faut faire telle ou telle échelle, il faut faire le Grand Paris, etc. D'accord. Mais il faut peut-être demander aux gens leur avis. Et ça, c'est un vrai sujet. Car là, les grandes politiques de la ville, il faut demander aux gens, aux habitants. Je referme la parenthèse. Dans la lutte contre les discriminations, cette fois, il y a ce problème du contrôle aux faciès par la police. Vous voulez instaurer un récépissé. En gros, je me fais contrôler par un policier et il doit me donner un petit papier avec son numéro de matricule, la date, l'heure de l'interpellation. Et voilà. Et si j'ai 30, 40 récépissés en un mois, je peux me poser des questions. Eh ben, il n'y en aura donc pas d'expérimentation. Hier soir, lors du débat sur le projet de loi égalité et citoyenneté, les députés ont abandonné pour de bon l'idée du récépissé lors des contrôles d'identité. Depuis l'élection de François Hollande, le sujet revenait sans cesse dans le débat, toujours freiné par des ministres de l'Intérieur successifs, Manuel Valls, puis Bernard Cazeneuve. Des associations de lutte contre les discriminations. On fait une conférence de presse cet après-midi. Ils dénoncent un abandon. On écoute et on réagit juste après. Ça fait des années qu'on se bat là-dessus, que le candidat Hollande à l'époque avait jugé qu'il y avait une réalité sur cette problématique-là. Il en avait même fait un engagement, qui est l'engagement numéro 30. Et puis c'est vrai que dès les élections, on a senti une espèce de résistance de la part du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, et maintenant lui en tant que Premier ministre, et qui est dans une posture à ignorer totalement, je dirais, la population dit de la diversité de ce pays. Et ce qui est arrivé est complètement scandaleux. Les amendements sur le récépissé, on n'en a même pas discuté parce qu'on a estimé que le coût était trop grand. Donc le coût des stylos et des carnets était trop grand. Donc c'est vraiment un mépris. Nous, on a pensé que c'était une blague au début. Donc c'est vraiment un mépris des citoyens et des personnes qui sont quotidiennement victimes de ces contrôles. Pour Yamir Chailly, même ce tout petit signe en direction des quartiers populaires, on pouvait pas le faire? Bien sûr qu'on pouvait le faire. D'autant plus que ça marche ailleurs. À l'heure où on nous explique qu'il ne faut pas s'engager dans des procédures définitives. Bien situé en Grande-Bretagne, en Espagne. À Madrid, à Budapest. Je prends que ces 3 exemples et il y a d'autres endroits. Figurez-vous que moi j'ai auditionné les policiers, c'était au Sénat, au demeurant, il y a 4 ans. C'était très intéressant parce qu'ils nous ont dit qu'au début ils étaient contre. Pour les mêmes raisons qu'on peut entendre aujourd'hui. Perte de temps, paperasse, etc. etc. Aujourd'hui, ils vous disent tous unanimement qu'ils sont très contents. Pourquoi? 3 raisons courtes. La première, c'est que ils font moins de contrôle d'identité. Du coup, deuxièmement, ils font leur boulot de déploiement sur le terrain, instruction, filature, je l'ai dit tout à l'heure, circulation et bien d'autres choses. Et troisièmement, les tensions ont diminué fortement entre une partie de la population et
les jeunes ou ceux qui sont victimes de discrimination, c'est-à-dire de contrôles répétés au faciès, parce que le plus souvent, c'est du contrôle au faciès dont il s'agit. Donc ça marchait. On ne demandait donc rien d'autre que de faire une expérimentation et de la faire avant la fin du quinquennat, en associant évidemment des policiers et des communes qui sont volontaires, parce que tout ça est une négociation. Et il y a des bonnes volontés, puisque des communes volontaires, il y en avait. Ce qui m'inquiète, c'est que la façon dont a rejeté en bloc le ministre de l'Intérieur cette mesure est fondée sur des arguments très inquiétants. Mais il conteste quand même la police qui est mobilisée, il y a la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'on dit au ministère. Voilà, des policiers fatigués, on ne va pas leur rajouter une procédure mais attendez. de contrôle supplémentaire. D'abord, ils sont fatigués, ils sont épuisés, on leur donne peut-être... Bon, très bien. Mais on ne peut pas considérer qu'il y a des périodes où on peut accepter des discriminations. On ne peut pas le faire. Or, c'est ce qui a été dit, c'est un verbatim hier. Aujourd'hui, vu le contexte... Le ministère de l'Intérieur assume le fait qu'il y ait dans le recours plus de contrôle au faciès recours en cassation fait par l'État. Le parquet, demande du ministère de l'Intérieur... Par la police a demandé, a affirmé, puisqu'il a été débouté en appel, d'accord, suite à la plainte qu'ont porté les 13 jeunes qui avaient été victimes de discrimination répétée en action de groupe. Il a fait appel, il a fait un recours en cassation. Et tenez-vous bien, dans le document qu'il transmet, il dit qu'il est normal, dans des circonstances particulières, que les personnes, tenez-vous bien, d'apparence étrangère, soient contrôlées plus que les autres. C'est du verbatim. C'est totalement assumé. Et c'est inquiétant. C'est pour ça que je vous disais en début d'émission, un peu à rebours de votre ordre du jour, et je m'en excuse, qu'on a épousé totalement cette idée de l'identité nationale. Allez-y. François Lamy, vous voulez réagir? Oui, l'argument du ministre de l'Intérieur est très factuel. Vous êtes pour ou contre? Moi, j'ai toujours été pour, mais pas forcément d'ailleurs pour cet amendement, les mêmes raisons. Parce que l'expérimentation du récipicé. La question, oui. D'ailleurs, j'ai eu des débats avec le ministre. Vous êtes déçu aujourd'hui ou pas? De l'époque, oui, parce que je pense que c'était une mesure qu'on pouvait prendre. Et surtout, je pense que c'était une mesure qu'on aurait pu prendre il y a déjà plusieurs années. Bien sûr. Au moins 2 ou 3 ans, parce que effectivement, chacun constate que les policiers sont épuisés, fatigués, compte tenu de ce qui se passe depuis 1 an et demi dans le pays, on peut bien le comprendre. Mais il y a 3 ans, c'était moins le cas. Bon. Et les raisons, pourtant, étaient les mêmes. Moi, j'étais pour, effectivement, qu'on expérimente ce récépissé, parce qu'au regard des exemples étrangers, c'est d'ailleurs ça qui est le plus important, ça fait pas baisser forcément la discrimination, le récépissé. C'est pas l'outil magique qui permet de... Ça fait baisser le nombre de contrôles d'identité inutiles. Voilà. Et du coup, ça arrête surtout, parce qu'on sait que ça existe à l'intérieur. C'est l'humiliation. C'est perçu comme une sorte d'harcèlement. Oui, voilà. Moi, c'est ce que j'appelle... Pour moi, c'est beaucoup plus le problème des contrôles à répétition. Chacun connaît, quand on connaît un peu ces quartiers, que malheureusement on a des policiers qui sont souvent, voilà, on est un peu dans le jeu malheureusement de cow-boy et d'indien entre guillemets, ou de chat et de la souris entre les jeunes et les policiers, entre autres des brigades anticriminalité. Bon, et tout d'un coup le contrôle d'identité de la personne qu'on connaît déjà, du jeune des quartiers qu'on connaît bien, et ainsi de suite, ça devient un outil de pression, de harcèlement et ainsi de suite. C'est ça qu'il fallait. Mais Mona Interman, votre regard d'observateur. Les caméras n'y changeront rien. La police française, elle discrimine Non, pas toute la police française. Franchement, je n'ai pas. Voilà, premièrement, et je le dis sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour la police de mon pays. J'ai trop traîné mes guêtres dans des pays en guerre, des pays en chaos, où il n'y avait pas d'état de droit, où il n'y avait pas de gens pour me protéger. Donc là-dessus, je ne vais pas jeter la pierre aux policiers, certainement pas. Je suis vraiment française jusqu'au bout des doigts. Mais ce que disait François Lamy est tout à fait juste, je pense. Pourquoi aller contrôler 10 fois, 20 fois un gars que l'on connaît déjà? Ça sert à quoi? Ça ne sert pas à la République, en tout cas. Au contraire. Et peut-être qu'avec ces contrôles, si ça se faisait, si on avait vraiment des récépissés, on pourrait détendre un peu la situation. Oui. Parce qu'en face, ces jeunes, ils n'auraient plus non plus parfois un prétexte pour aller harceler. Comme vous avez dit, les jeux de chat à la souris, on voit très bien à quoi ça rime. Donc, on détend les choses. Philippe Dallier, à droite, ce récipicé, on n'en veut pas. Je ne vais pas être le seul à défendre le ministre de l'Intérieur autour de cette table, ça serait un peu paradoxal. Encore qu'en ce moment, les choses ont l'air assez... Si, les clivages maintenant... Non, d'abord que ça ne soit pas le moment, oui, moi je pense que ça n'est pas le moment dans la situation que nous vivons. Qu'il y ait une vraie question, c'est également certain. Effectivement, il y a probablement... Mais il y a des bavures dans tous les domaines. Et il y a probablement des policiers, peut-être, qui ont un comportement excessif. Ceci étant dit... Il
faut quand même se mettre en tête la difficulté du métier qu'ils font, et particulièrement dans ces quartiers-là. On n'a pas en face des enfants de cœur qui seraient harcelés toute la journée ou toute la soirée. Vous savez, moi, je suis pas dans une ville où il y a les quartiers prioritaires. Pour autant, je suis en plein milieu de la Seine-Saint-Denis. Les phénomènes de bandes de jeunes qui traînent tous les soirs aux mêmes endroits, qui font du bruit, qui empêchent les gens de dormir, etc. Comment les policiers... Le contrôle d'identité ne résout rien. Ne résout rien. En tous les cas, comment font les policiers et les policiers municipaux? C'est extrêmement difficile. Alors oui, tous les soirs, ils vont en contact. Oui, ils me font des rapports, etc. Sur le rapport, il y a l'identité des jeunes. Alors peut-être qu'on peut leur dire, vous n'avez pas besoin de les contrôler, vous donnez l'identité de mémoire. Enfin, tout ça est très compliqué. Et souvent, de la provocation, c'est pas des policiers vers les jeunes. C'est très souvent le sens inverse. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Moi, je crois beaucoup au système de la caméra. Parce qu'effectivement, filmer, on va autoriser ce qui se passe. Par contre, les caméras piétons, voilà, c'est ça. Une petite caméra que porte le policier. Exactement. Avec lui. Et ça permet de filmer l'enregistrement des contrôles d'identité et de laisser des traces. Oui, et de voir comment se sont comportés les gens, si jamais il y a Il peut l'éteindre, le policier, par contre, quand il veut. Il faudrait que ça ne soit pas le cas, parce que sinon c'est trop facile. Qu'effectivement, la caméra soit systématiquement en action. Et là, on a une trace. On voit si effectivement qui a provoqué ce qui s'est passé. Le reste, je pense que... C'est pour ça que c'est... Il ne faut pas opposer les systèmes. Moi, j'ai la question des caméras, je l'ai vu, on l'a expérimenté, je pense, à Amiens, entre autres. Je me rappelle, puisqu'on avait fait une expérimentation avec des patrouilleurs à pied. Mais vous voyez déjà, quand je vous ai dit ça, avec des patrouilleurs à pied... Voilà, parce que ce qu'on avait décidé dans les quartiers d'Amiens-Nord avec le préfet de l'époque, c'était que les policiers qui circulaient en voiture, qui passaient, couvraient la vitre, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, et ainsi de suite, ça ne favorisait pas le contact, y compris humain, quotidien, de tous les jours. Et moi, c'est pour ça que je pense que la question du récépissé, comme celui des caméras, ce sont des outils techniques, mais qui sont au service d'une autre façon pour la police de travailler. Et les policiers eux-mêmes en sont demandeurs. Bon, sauf qu'il faut pour ça des moyens humains, parce que quand vous mettez par exemple dans un quartier à Amiens-Nord 3 policiers patrouilleurs, ça veut dire qu'il vous en faut au minimum 18 pour pouvoir tenir le quartier si vous voulez que ça marche de 8h à 22h et que ça fonctionne y compris le week-end. Voilà. Bon. Donc ça suppose des moyens humains. Mais tant qu'on ne le fera pas, on mettra les policiers en situation de difficulté. Et le récépissé, c'était pour moi un outil de protection des policiers eux-mêmes d'abord. Mais Mona Interman, cette fois-ci, Mona Interman, je vais m'adresser cette fois-ci à la conseillère du CSA. L'Assemblée nationale a débattu aujourd'hui sur 2 mesures pour inciter à refléter la diversité de la France à la télévision. D'abord, quelle est la situation actuelle avec ça fait 3 ans que vous criez dans le désert. Pas brillante. Et le président du CSA lui-même, grand commis de l'État et homme de droit, a déclaré que la situation était grave. Ça veut dire qu'elle est vraiment grave. Alors en quoi? Alors, regardez, nous, au CSA, nous faisons tous les ans ce qu'on appelle un baromètre de l'expression de la diversité de toute la société dans les programmes audiovisuels. Donc ça fait des milliers d'heures de programmes qui sont scannés par des personnes qui sont entraînées. Qu'est-ce qu'il en ressort? D'abord, c'est très stable, malgré les évolutions démographiques. 14% de la population vue comme non blanc. On ne dit pas arabe, noir, réunionnais, etc., etc. Vous voyez, c'est déjà pris avec des pincettes. Mais ce qui est gravissime, c'est que... Oui, les statistiques ethniques sont interdites en France. C'est le chiffon rouge absolu. Bon. C'est que 37% des gens vus comme non blancs sont décrits dans des situations illégales ou marginales. C'est-à-dire que ces jeunes dont vous parlez absolument tout à l'heure... C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est les minorités, les gens non blancs, les minorités dont vous parlez... Les arabes, les noirs, les réunionnais, tous ceux qui sont un peu colorés, il y en a déjà quelques-uns le peu qu'on montre, ce sont des délinquants. Non, alors que, je voudrais juste vous dire la chose suivante. Alors que la France s'est donné beaucoup de mal pour nous, les enfants d'immigrés, pour nous envoyer à l'école, pour que nous ayons des diplômes, et que nous soyons aussi talentueux que ceux qui n'ont pas forcément les mêmes pigments que nous. Ces gens-là existent. Il y a très peu de temps, j'ai discuté avec un homme qui vous ressemblait peut-être quand même, professeur au Collège de France. Est-ce qu'on le voit dans les programmes? Je vois énormément de professeurs, de médecins, de gens de toutes spécialités qui ont réussi, cas magistrats, avocats, qui ont des gueules d'arabes comme mon frère. Pas d'autres. Des noms d'arabes comme mon frère, ou comme tous mes frères et sœurs d'ailleurs. Mais on les voit où dans les programmes? Pourquoi est-ce que les télés, les radios, c'est aussi un problème préoccupant. Pourquoi les télés ont-elles peur de mettre dans ce qu'on appelle les rôles de héros, c'est-à-dire le rôle principal, quelqu'un qui aurait vos traits et votre nom? Pourquoi? Si, dans les castings, on découvre que vous avez autant de talent, eh bien, les sociétés de casting, je vais me faire plein d'ennemis, c'est pas grave, les sociétés de casting,
les producteurs, les chaînes de télé sont assez réfrigérés parce qu'ils pensent que ça peut gêner les gens. Je souligne une chose. Madame Delphine Ernotte, nommée par nous le CSA, présidente de France Télévisions, déclare sur une radio qu'elle a trouvé une télévision d'hommes blancs de moins de 50 ans. Elle s'est fait insulter. Qui est monté au créneau pour la défendre? Qui est monté au créneau? Qui est monté au créneau pour la défendre? Personne. Elle s'est retrouvée toute seule, le dos au mur. Vous croyez qu'elle a envie d'aller faire des choses un peu audacieuses si elle n'est pas aidée? Montrez-le à votre soutien. Il y a des amendements donc, qui obligent les chaînes donc, à rendre compte de ce qu'elles font en matière de diversité. Ça, c'était fait par le CSA. Et après, le CSA, en gros, demandera tous les ans des comptes sur ces questions aux télévisions. Non, c'est pas le CSA qui a construit les amendements. Le CSA a été... Bien sûr, mais demandera des comptes. Voilà, c'est l'amendement. Hein. Le CSA demandera donc des comptes aux télévisions. Oui. Mais il n'y a rien de coercitif. C'est tout le problème. Ça va pas changer grand-chose, en fait. Messieurs les parlementaires, je vous en supplie, peut-être que dans une autre législature, vous pourrez changer la loi de l'audiovisuel de 1986, parce qu'il y a eu des occasions. 2013, 2014, vous n'avez rien fait pour changer cette loi lacunaire, article 3.1, je fais ma petite juriste, 3.1 de 1986, qui dit « Le CSA veille à la juste représentation ». Mais veillez, on veille depuis 3 ans et demi, on veille depuis 20 ans. Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça la question. Jusqu'où va-t-on? Pour être honnête, vous voyez très bien qu'en Seine-Saint-Denis, bon, c'est pas ce qui se passe à Cap-Breton dans les Landes, d'accord? Ça m'a pas échappé. Bon, mais Philippe Dallier, est-ce que c'est important ou c'est une vision trop communautariste du pays? Je vais terminer une chose, je suis désolé, je vais terminer parce qu'il ne s'agit pas que d'une logique comptable. Il faut entrer dans une logique qualitative. Ok, vous nous montrez 14% d'Arabes, de Noirs, de Réunionnais? D'accord, mais pas que dans des rôles de voleurs et de dealers. Hein, dans des rôles de profs, de médecins, pas pour rendre angélique. C'est ce qui est fait actuellement. C'est ce qui est fait actuellement, le noir avec sa casquette. Laissons aux télé et aux radios faire de la télé et de la radio. Je n'étais que reporter. Mais je ne saurais pas faire de fiction, je ne saurais pas faire forcément de divertissement. Dites-leur, faites mieux. Vous voulez faire la même chose? Ah, ok, mais faites un peu mieux. Cessez de nous montrer cette télé d'un paysage que gaulois. J'aime beaucoup les Gaulois. Je viens personnellement d'une Bretonne, moi, et d'un Indien. Je suis entre les deux. Père indien musulman, mère chrétienne d'origine bretonne. Je me sens très bien en tant que fille de la République. Fille issue de l'école de la République, je n'ai pas d'œillère. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tous ces gens qui ont votre tête, par exemple, ils commencent à en avoir marre. Et ça, c'est grave. Parce que l'image, elle nous permet de nous incarner. Ils ne se sentent pas représentés. Quand un présentateur de télévision dit... je vais vous présenter un reportage d'un musulman qui a épousé une Française, pour parler d'un médecin. Est-ce que vous trouvez ça juste? Vous trouvez que c'est bien pour la cohésion du pays? Je trouve ça dramatique, personnellement. C'est dramatique de voir dans quel rôle, comment nous voyons les autres. Ils sont comment? Ils sont réduits à l'état de musulmans? Ils sont réduits à cet état-là? Mais c'est pas possible. C'est simplement insupportable. C'est injuste. Il s'agit d'une discrimination flagrante. J'espère que vous la corrigerez si vous êtes élu. Hein, à nouveau. On a essayé hier soir, sur un point en particulier. Vous connaissez le proverbe créole, hein, pas capable, il est mort, c'est essayé. Hein. Celui qui ne tente pas sa chance, il meurt. On a tenté, je retente. Il n'a pas pu terminer son propos. Je compte sur vous. Très rapidement. Peut-être qu'il ne faut pas quand même brosser un portrait trop difficile et trop négatif de ce qui se passe dans ce pays. Les choses ont quand même changé. Je n'ai pas dit le contraire. Je vous ai dit à la télé, et je vous ai dit que les patrons de télé eux-mêmes, porte fermée, reconnaissent que la télé ne ressemble pas au pays. Dans les 20 dernières années, j'ai quand même le sentiment qu'un certain nombre de progrès ont été faits. Maintenant, là aussi, c'est aussi d'abord dans la tête des gens. Je pense que ça aussi, ça se construit. Ça ne se décrète pas. Ou alors, et ce système, je n'en voudrais pas, on commence à fixer des quotas. Tant de Noirs, tant de Maghrébins, tant de ci, tant de ça. Vous n'avez pas dit ça? Non, je sais, vous ne l'avez pas dit, mais quelque part, je me dis effectivement où est la bonne mesure et comment on va faire bouger les choses. J'allais dire le plus rapidement possible. Ceci étant dit, moi j'ai quand même le sentiment que les choses ont bougé, peut-être pas assez vite, mais elles ont quand même largement bougé. Peut-être que quand même pendant certaines périodes, il faut être un peu plus coercitif. Regardez, sur la question de la place des femmes. Oui. À un moment, on a fait une loi sur la parité et on a dit, en tout cas pour la politique, c'est moitié-moitié. Oui. La parité, c'est moitié-moitié. Voilà. Parce que la situation qu'on décrit actuellement dans l'audiovisuel, il est valable aussi dans la société française et tout particulièrement dans la société politique. Pouria se rappelle certainement, moi on a été chargé, entre autres, lorsque Martine Aubry était première secrétaire du Parti Socialiste, des investitures aux législatives. Voilà, on avait un certain nombre d'amis, hommes comme femmes, issus de l'immigration, comme on dit, ou héritiers de l'immigration, moi je préfère la formule, qui avaient tout à fait les aptitudes, la capacité, voilà, et ils passaient jamais. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ?
pour une période donnée, on a dit, il y a tant de circonscriptions qui vont leur être réservées. Voilà. Et puis, petit à petit, les choses se mettront en place. Peut-être qu'il faudra. Mais moi, je pense qu'à un moment. Ça dans la loi. Ça, c'est de la responsabilité des partis politiques. Mais non, monsieur le sénateur. On peut en revanche peut-être dans la loi. Avance, vous exagérez. En revanche, peut-être mettre dans la loi le fait que si certains pourcentages ne sont pas respectés. Les pourcentages de quoi? Si certains pourcentages ne sont pas respectés, alors il peut y avoir des sanctions. Mais pourcentage de quoi? Qu'est-ce que vous allez mettre? En fixant des objectifs. Je sais très bien que les télés ont fait un peu de lobbying ces jours-ci pour vous refroidir vos ardeurs, mais quand même, de toute façon, c'est dans l'intérêt du pays. Vous savez, moi, je suis allée faire une mission pour le CSA aux États-Unis et en Allemagne, des pays qui ont des problématiques un petit peu analogues, pas tout à fait. Bien, là où la discrimination a reculé, c'est parce que justement, on avait des chiffres, et sans chiffres... Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec vous. Oh là là, mais il faudra un jour faire tomber ce tabou. Je pense qu'à vouloir ne rien compter et ne rien comprendre à ce qui se passe, on se réveille 15 ans ou 20 ans trop tard. C'est le problème de la politique de peuplement dans les logements sociaux. Et là-dessus, j'espère effectivement qu'on arrivera à bouger et à produire un système efficace. Très rapidement pour Yamir Chailly sur ce sujet, avant de... Vous voulez dire un mot? Non. Oui, j'aurais bien aimé, mais j'ai vu la passion de tout. Allez-y, très rapidement. Très rapidement, non. C'est trop. J'ai quelque chose, une idée à développer, donc je le ferai pas très rapidement. Je pense il faut être évidemment volontariste, c'est incontestable. Je partage tout ce qui a été dit sur le constat. Je confirme ce qu'a dit François Lamy sur le volontarisme de la direction du PS de l'époque et de Martine Aubry en particulier. Je ne suis pas favorable à des quotas, mais pour des raisons sur lesquelles il serait trop long de m'expliquer ici. Mais il est quand même possible, je suis d'accord avec vous, d'agir vite sur quelques mesures. Je voudrais dire une deuxième chose, très rapidement, et j'en dirais une troisième pour finir. D'abord, c'est que la société est plus en avance que ses élites. Tout à fait. Et ça se voit. Tout à fait. Et ça se voit, y compris dans certains métiers, y compris de la fonction publique. Voilà. Allez dans la police, vous voyez aujourd'hui une vraie diversité. Regardez aujourd'hui dans l'enseignement, certains secteurs, dans l'enseignement, etc. Il y a les concours locales, les concours de la fonction. Moi, je vais vous faire une proposition, puisqu'on parle de représentation, et que bien sûr, et d'expression, qu'il y a une discrimination, votre proposition, même, je le dis, une ségrégation de fait mentale à l'égard des autres. Votre proposition? Eh bien, puisqu'on parle de l'école, et vous avez raison, ça commence très tôt, enseigner, ne serait-ce que jusqu'au bac français. Jusqu'au bac français. Le fait que la langue française, ce n'est pas que Victor Hugo, Montaigne et Balzac, mais c'est aussi Kateb Yassine, c'est aussi Amin Mahalouf, c'est aussi Léopold Sédar Senghor, les identités meurtrières, Sony Tabou Lancy. Et vous élargissez comme ça à toutes les cultures francophones. Je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer quand une génération, celui ou celle qui arrive à son bac français, d'abord il est fier de voir qu'une partie de son patrimoine, lui-même, de son identité, est aujourd'hui la propriété de la République française. Deuxièmement, le petit blanc, parce qu'il faut dire les choses, qui sort de l'école et à qui on a appris ça, eh ben, il s'aperçoit qu'en fait, le noir et l'arabe dont on parle, c'est pas forcément le méchant plus potentiellement méchant que les autres. Et que nous sommes, écoutez-moi bien, dans une même communauté. Non, c'est le petit blanc que j'ai du mal à passer. Je comprends, mais voilà, moi je parle des noirs. Si vous voulez. J'enlève petit, vous avez raison, mais je parlais des gamins à l'école. Non, parce que. Laissez-moi, je finis juste. Mais ça montre aussi qu'il y a l'autre verre de la médaille. Non, mais je comprends. Il faut y penser aussi. On n'a pas oublié. Je disais racisme anti-blanc. Je disais, attendez. Je vais revenir sur un point. Vous avez raison, parce que mais le ton n'était pas petit blanc par mépris, c'était petit parce que je parlais des gamins. Les blancs, les noirs et les arabes. Voilà pour être très clair. Et les Réunionnais, ne les oubliez pas. Oui, tout à fait. Mais juste une question. Si vous faites ça avec 6 ou 7 pays francophones, vous faites ça avec des Ivoiriens, des Algériens, et ils sont prêts. Moi, j'en ai discuté avec eux, j'ai fait un rapport sur la francophonie. Mais c'est une communauté de destin, il y a le même sentiment d'appartenance à l'échelle du monde. Or, les hispanophones le font, les lusophones le font, les arabophones le font avec leur télévision. Et nous, les francophones du monde, nous serions les derniers des imbéciles à ne pas le faire, en association avec nos partenaires. Voilà ce qui changerait des mentalités et ce qui mettrait tout le monde à égalité. Dans cette émission, on a l'habitude de faire parler ce qu'on appelle nos sentinelles citoyennes. On est avec Guillaume Lelong. Vous avez écouté le débat. Vous avez peut-être une question. Oui, bonsoir Ahmed et puis bonsoir à tout le plateau. J'ai longuement écouté les propos, il y a plein de trucs sur lesquels on peut réagir, mais donc je vais me contenter de réagir sur les questions de quotas et de CSA en termes d'apparition, puisque le problème, si on ne fait pas d'études ethniques quantifiées en France et dans les sciences humaines et sociales, personnellement ma formation pour devenir psychologue est issue des sciences humaines et sociales, c'est pour des bonnes raisons qui pourraient déboucher sur un mauvais usage de l'ingénierie sociale. Tout à fait. Du coup, le problème du CSA, c'est pas tant qu'il faut des quotas ethniques, c'est plus une représentation démocratique au sens large. Le problème, la cause des causes, c'est quoi? C'est pas un problème ethnique, c'est un problème de démocratie. Et là-dessus, le CSA, à mon avis, on peut lui reprocher pas mal de choses. Mais moi, je ne suis pas d'accord du tout, parce que l'idée de la démocratie, elle nous est vraiment chevillée au cœur et au corps, si je puis dire.
on ne met pas sur la table la question des quotas, parce qu'on sait très bien qu'on va nous enfermer dans une espèce de piège. Je n'entre pas dans ce piège-là. La représentation et l'expression des différences en France portent sur les origines, nos origines, mais aussi sur les pauvres. Comment représente-t-on aujourd'hui les 8 ou 9 millions de pauvres recensés par l'INSEE ? Ils sont où? Les personnes handicapées, 10, 15 millions de personnes handicapées. On les voit comment? Pourquoi pas une émission, comme en Allemagne, la ZDF, il y a une émission le dimanche, construite, présentée par une jeune femme qui est handicapée. Pourquoi pas? Très bien, c'est super tout ça. Voilà, le faire. Pourquoi pas? On peut le faire. Oui, donc, sûr. si les télés... Et les radios. Si je peux me permettre, ce que dit la Sentinelle, c'est un sujet par rapport aux statistiques ethniques. Oui. Moi, je vous invite à la plus grande prudence pour la raison suivante. C'est que moi, je ne sais pas ce que c'est. Mais je ne parle pas de statistiques ethniques, mais l'INED a fait une étude qui s'appelle Trajectoire et Origine. D'accord, mais vous voulez bien qu'on lui réponde. Non, mais moi, je suis d'accord avec beaucoup de vos idées, mais il faudrait peut-être lui répondre. Je dis juste que là où je corrobore ce qu'il dit, c'est que une statistique ethnique, attention à ce que c'est. On peut compter les Noirs de France. Il y a des moyens de compter, mais une ethnie noire, je ne sais pas ce que c'est. Une ethnie, attendez, mais une ethnie, ça a un sens. Donc, François Lamy disait à juste titre tout à l'heure, attention aux mots. On peut dériver sur voilà. Et les problématiques au-delà de la raison historique qu'il donne, c'est-à-dire qu'en général, si demain on a des statistiques ethniques et qu'on a des débuts de fichage, vous ne savez pas ce qui se passe dans l'histoire dans 15 ans. Donc il faut faire attention. Je vous signale... on peut faire beaucoup de choses. On peut quand même, quelque part, sans aller sur les... Moi, j'aime pas le mot de statistique ethnique, en plus, le terme ethnie, y compris... Je ne sais pas où je serais d'ailleurs. Mais en revanche, sur travailler... Et oui, parce qu'on est une république métissée d'abord. C'est bien, à l'intérieur de notre quartier, on l'a dit d'ailleurs, ça ne choque personne de dire que issu de l'immigration ou pas issu de l'immigration, déjà c'est quelque chose de beaucoup plus objectif. Après, c'est un travail global, de fond, comme vous le dites, qui suppose des mobilisations ponctuelles, fortes. Voilà. Je vous suggère une chose, par exemple, dans le titre même de l'émission. Vous parlez des banlieues. Moi, je parle des quartiers populaires. Oui, des quartiers populaires. Rien que le fait de citer le mot banlieue, c'est déjà stigmatisant. Et en plus, ça ne reflète pas la réalité. Moi, je suis un type de banlieue, je suis un sénateur de banlieue. Ça ne me choque pas. Non, je crois pas. Je voulais signaler ce tweet de Dominique Chaumard. Et si on rasait tout, je veux certainement parler de mixité sociale, qu'on mélangeait tout et qu'on redistribuait tout au hasard, histoire de recréer du vivre ensemble. Dernière question avant de conclure, ça va être la fin de cette émission. Les quartiers populaires, pas les banlieues, les quartiers populaires. Et les campagnes populaires. Et les campagnes, c'est un électorat. Est-ce que la gauche a perdu cet électorat qui avait voté massivement en 2007 pour Ségolène Royal? Est-ce que la droite peut le récupérer? Est-ce qu'il vote à droite? Cet électorat, il a été forcément déçu. Je veux dire, quand on a un slogan qui s'intitule « Le changement, c'est maintenant », et que depuis 2 générations ou 3 générations, dans le quartier, la famille est au chômage, que personne ne s'en sort, bien entendu que ces gens-là seront déçus. Ça ne veut pas dire pour autant que la bataille ne continue pas. Voilà. La droite peut récupérer ou ça vote Front National ou c'est... Bon, écoutez, on a vu lors des élections municipales de 2014 qu'effectivement, il y a un certain nombre de villes qui avaient basculé parce que les habitants de ces quartiers avaient lâché la gauche. Voilà, maintenant, ce qui se passera l'année prochaine, c'est difficile à prévoir. Ceci étant dit, ce que j'espère d'ailleurs, c'est que chacun y réfléchira en tant qu'individu et pas en tant que membre de telle ou telle communauté. C'est ça la République. Moi, je pense que à ceux qui prônent aujourd'hui, je le redis, l'identité nationale, il faut opposer un projet national. Celui des causes communes. Vous pensez que la campagne, elle va se faire sur des questions d'identité? Au-delà même de l'élection problématiques au-delà même de identitaire. Au-delà même de l'élection présidentielle où certains vont se fourvoyer dans le débat sur l'identité nationale, il faut d'ores et déjà commencer à parler d'un projet national. Celui des causes communes, celui qui rassemble. Et je vais vous dire, si je devais le formuler, au-delà des débats économiques ou des débats qu'on a sur les territoires, il y a un mot d'ordre. La République métissée. Ça, c'est un vrai projet national. Ça va vous plaire. La France est un pays créole. La France est déjà un pays créole et on aime la France. Merci à vous quatre, en tout cas, d'avoir accepté. Merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Un rendez-vous demain 19h30. Ça vous regarde. On parle de renouveau politique. Comment dépoussiérer le système. À ce programme. À demain. Merci à vous.